enseigne sur le fait qu'une école, ça ne va pas de soi. En mai 2000, Jacques-Alain Miller intervient à Turin lors du premier congrès scientifique de l'école italienne de psychanalyse, alors en formation. Comme l'indique la présentation de cette école sur le nouveau site de l'AMP, je cite, « L'école lacanienne de psychanalyse, fondée en 2002 à Milan, est l'une des écoles de l'Association mondiale de psychanalyse dans le champ ouvert par Freud et dans le sillage de l'enseignement de Jacques Lacan. » En effet, en janvier 1980, Jacques Lacan acte la dissolution de l'école freudienne de Paris, qu'il avait fondée en juin 1964. Il crée, quelques semaines plus tard, l'école de la cause freudienne. L'école freudienne de Paris est, selon Jacques-Alain Miller, une invention totalement nouvelle de Lacan. L'acte de fondation de l'EFP oriente l'Association mondiale de psychanalyse et ses écoles. Le champ freudien et l'AMP sont le produit de cet acte qui les fonde. S'opère là une distinction et radicale entre les signifiants école et société de psychanalyse. Qu'est-ce qui fonde une école en la distinguant d'une société de psychanalyse? Le texte qui nous intéresse ce soir reprend les principes de l'acte de fondation et propose de répondre à cette question en avançant la thèse que l'école est un sujet. Cette thèse ouvre alors un certain nombre de paradoxes sur lesquels nous allons converser avec nos invités. J'en relève quelques-uns. Le paradoxe de la solitude. Quand Lacan fonde l'école de la cause freudienne, il met en tension deux formules: être seul et être le seul. Il dit, dans le discours à l'école freudienne de Paris, qu'il n'y a pas d'homosémie entre seul et le seul. C'est-à-dire que ces deux formules n'ont pas les mêmes significations. Lacan invite ainsi à explorer la distinction entre être seul et être le seul et à en tirer les conséquences. Qu'est-ce que la solitude dans une communauté? Je relève deux phrases de Lacan qui peuvent paraître paradoxales. Il dit « Ma solitude, c'est justement à quoi je renonçais en fondant l'école. Mais aussi, je fonde aussi seul que je l'ai toujours été dans la cause psychanalytique. Il s'agit d'une formation collective qui ne prétend pas, c'est dans la théorie de Turin, faire disparaître la solitude subjective. » Autre paradoxe, l'école est à la fois sujet de droit et sujet de l'inconscient. Un autre paradoxe entre le transfert entre individuel et collectif. Le dernier est le fait que l'école se fonde sur l'acte de fondation de Lacan et que conjointement, elle est, selon Jacques-Alain Miller, à inventer. Je remercie Anaëlle Leibovitz-Kénéen et Estela Solano-Suarez d'avoir accepté l'invitation du cartel. Anaëlle Leibovitz-Kénéen, vous entamez la deuxième année de votre mandat de présidente de l'ECF, fonction qui suscite pour nous des questions. Et vous êtes psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse. Un grand merci à Estela Solano-Suarez. Vous avez été analysante de Jacques Lacan et aujourd'hui psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse. Je remercie aussi vivement le cartel, Valérie Bussière, Patricia Loubet, Jean-Noël Donard,
et particulièrement Ligia Gorini, plus un, qui a orienté ce travail de préparation. La soirée va se dérouler autour de 4 axes. Chaque question sera posée à chacune des invitées par 2 membres du cartel qui permuteront au gré des axes. La lecture de ce texte réserve beaucoup de surprises et ces surprises nous ont interprétés et c'est cela qui a produit nos questions ce soir. Donc les 4 axes sont d'abord le contexte de l'intervention de Jacques-Alain Miller en mai 2000 et le contexte de sa réédition en 2024. Le deuxième, la question de l'idéal et de l'interprétation. Axe 3, le paradoxe de l'individuel et du collectif dans l'école. Et enfin, qu'est-ce que l'école sujet? Je passe la parole à Valérie Bussière pour la première question. Bonsoir. Ma première question s'adresse donc à Estela Solana Suarez. Donc, l'AMP, l'Association mondiale de psychanalyse, a été créée en 1992, donc peu de temps finalement avant cette intervention de Jacques-Alain Miller, donc, où il pose cette théorie de Turin sur le sujet de l'école. Pourriez-vous nous éclairer sur ce contexte de l'école au moment de cette théorie de Turin? Que se passe-t-il? Merci de m'avoir invité, de me permettre de participer ce soir à cette lecture du texte de Jacques-Alain Miller, Théorie de Turin, sur le sujet de l'école, qui est d'une richesse épatante, et non seulement par la beauté de son écriture, mais parce que dans ce texte, dont la couverture est d'un rouge vif, comme l'a souligné Hervé Castanet dans son texte paru dans l'hebdoblog, et c'est un texte qui nous présente, je dirais, l'échafaudage conceptuel de ce que nous appelons l'école, l'école psychanalyse, notre école de la cause freudienne, les écoles de la MEP, l'école 1, qui les oriente. Je vous remercie de votre introduction très riche et merci de votre question. Alors, afin de répondre à la question, si je peux vous éclairer sur le contexte de l'école au moment de cette théorie de Turin, et je vais commencer par le commencement. Je vais commencer par la lettre de dissolution du mois de janvier 1980. Ce jour-là, Lacan arrive à la salle où il avait l'habitude de dicter son séminaire et à notre grand, l'amphithéâtre de l'école de droit, qui était bondé comme d'habitude. Et à notre grande surprise, il va lire un papier qu'il avait auparavant écrit, qui s'appelle maintenant, publié dans les autres écrits, page 317, par Jacques-Alain Miller, lettre de dissolution. Il dit il y a un problème de l'école. Ce n'est pas une énigme. C'est vrai que depuis 2 ans, 3 ans, ça parlait beaucoup du problème de l'école. Le problème se démontre tel d'avoir une solution. C'est la dissolution. Et nous étions tous là, à ce moment-là, les souffles coupés. On ne pouvait pas entendre
pouvait pas, ça produit un effet, mais c'était un effet d'acte, un effet de perplexité et en même temps un effet de soulagement. Enfin, enfin, il nous allégeait de cette chose lourde qui était l'école freudienne de Paris, à laquelle j'assistais n'étant pas membre, mais j'allais les soirs aux enseignements. Et mon idée, c'était, mais est-ce que c'est l'école de Jacques Lacan? Parce que ce qu'on entendait, l'énonciation de Lacan n'y était nulle part, et même pas ses énoncés. Chacun tordait les énoncés de Lacan à sa sauce et à sa manière. Donc, il dissout l'association qui, à cette école, donne un statut juridique. Mais il prend cette solution d'avoir constaté que le fonctionnement de cette école qu'il avait fondée allait à rebours de ce pourquoi il avait fondé. Et il rappelle qu'il avait fondé cette école pour un travail qui restaure le socle tranchant de la vérité, qui ramène la praxis originale que Freud a instituée sous le nom de psychanalyse, dans le devoir qui lui revient dans notre monde, par le biais d'une critique assidue, afin de dénoncer les déviations et les compromissions qui amortissent son progrès et dégradent son emploi. Finalement, cette école qu'il avait fondée, il dit qu'il a échoué, qu'il s'est suffisamment embrouillé parce qu'il est tombé précisément dans les déviations et les compromissions. Cet objectif de travail, dit-il, c'est l'objectif qu'il maintient. Donc, on trouve dans cette lettre de dissolution un acte qui met à ciel ouvert l'interprétation de Lacan par rapport au fonctionnement de son école, de cette école qu'il avait lui-même fondée, l'école freudienne de Paris. Il constate que l'effet des groupes consolidés s'est consolidé dans cet endroit aux dépens de l'effet du discours attendu de l'expérience quand elle est freudienne. Donc, d'emblée, il indique que l'effet de discours est ce qu'on attend dans une école, qu'elle relève d'un effet, qu'il se produise un effet du discours, mais qu'il n'y ait pas effet d'école au niveau du groupe. Il indique aussi que cette glissade vers l'effet du groupe va à l'envers du discours analytique, puisque cet effet de groupe consolide le sens. Et en consolidant le sens, il recouvre le réel, masque le réel. Le sens, c'est une façon de ne rien vouloir savoir du réel. Et il rappelle que le sens est toujours religieux, que c'est la religion qui s'occupe de recouvrir le réel par l'effet de sens. Donc, il appelle à ce moment-là à ce qu'il appelle une contre-expérience. Une contre-expérience relative à cette expérience de son école freudienne de Paris qu'il dissout. Une contre-expérience, ça indique aussi que ça ira à contresens de l'école freudienne de Paris.
Cette contre-expérience, c'est la toute nouvelle école de la cause freudienne qui va l'assumer. Avant que l'école de la cause freudienne ne soit fondée, il y a eu l'année 1980 un événement majeur. Sous l'initiative de Jacques-Alain Miller, qui s'était mis en contact avec des psychanalystes argentins exilés, parce qu'en Argentine, à ce moment-là, il y avait une dictature militaire qui obligeait les gens à prendre le chemin de l'exil. Et beaucoup d'analystes argentins se sont exilés, ont trouvé exil à Caracas, à une époque où le Venezuela n'était pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc, le docteur Lacan se déplace à Caracas pour ce qui s'appellera la première rencontre du champ freudien, le mois de juillet 1980. C'est la rencontre de Caracas où Lacan fait rencontre ses lecteurs, ce n'était pas ses analysants, les analystes latino-américains, c'était ses lecteurs, et il leur dit, vous vous dites lacanien, moi je me dis freudien. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est produit la naissance du champ freudien, proprement dit. En septembre 81, Jacques Lacan décède. Et cette même année, et même avant qu'il décède, ce qu'il avait appelé d'abord l'école, la nouvelle expérience qu'il avait appelée la cause freudienne, il adopte comme nouvelle expérience qui s'appelle depuis lors jusqu'à aujourd'hui, école de la cause freudienne. Tout de suite, cette nouvelle formation qui groupait des jeunes. Il y avait la plupart de ceux qui sont restés avec Lacan étaient des jeunes. Jacques-Alain Miller était très jeune. Éric Laurent était très jeune. Et donc, ces jeunes qui avaient épousé vraiment la cause analytique, l'orientation lacanienne, ont soutenu d'abord un forum qui s'est déroulé au Palais de Congrès, au Salon Bleu, et les premières journées de l'école de la cause freudienne au Salon Bleu du Palais de Congrès. C'est pourquoi ce Palais du Congrès nous accompagne depuis la naissance de notre école. Jacques-Alain Miller dit qu'il y a eu urgence au moment de la dissolution de réinventer une contre-expérience. Et de cette contre-expérience née à Paris s'est répandue dans le monde entier par le biais du champ freudien. Bon. La contre-expérience a comporté des innovations, des nouveautés par rapport à l'expérience de l'école qui venait d'être dissoute. Une des premières nouveautés que Jacques-Alain Miller signale, qu'il a introduit, c'était la permutation dans les instances. Parce que dans l'école de Lacan, ça ne permutait jamais.
Ça fonctionnait plutôt du côté de l'automaton. Jacques-Alain Miller a introduit un retour à la clinique, parce que dans l'école freudienne de Paris, on ne parlait plus de clinique. Jacques-Alain Miller a introduit un changement fondamental au niveau du jury de la passe. Le jury de la passe de l'école de Lacan n'a été jamais renouvelé. Il a été le même depuis le début jusqu'à la dissolution. Jacques-Alain Miller a introduit une modification majeure en adoptant que le jury de la passe soit constitué par un cartel, voire deux cartels. Introduire la logique du cartel dans la logique de la passe a été une interprétation majeure de Jacques-Alain Miller mise en acte. Peut-être on peut poursuivre pour ne pas... Je suis en train de faire un exposé un peu long, oui, mais je voulais donner quand même, surtout aux jeunes, un petit peu un aperçu de d'où on vient. Quels sont les actes qui ont marqué la possibilité d'existence de notre école telle que nous la connaissons aujourd'hui. Alors, vous vouliez introduire... Dites-moi. Bah, je voudrais finir mon petit topo. Pour répondre à votre question, où était l'école lorsque Jacques-Alain Miller a sorti après une nuit importante? Il a apporté au réveil ce qu'il avait accouché la nuit. Bon. Il s'agit donc de prendre en compte l'importance de la création du champ freudien et de l'Institut du champ freudien dont Judith Miller a été la présidente. Ce champ freudien s'est répandu à irradier à partir de Paris. Faisons des séminaires en Espagne, en Italie et dans plusieurs pays de l'Amérique latine. Ces séminaires étaient consacrés à l'étude de Freud et de séminaires de Lacan et à la présentation des cas cliniques. Présentation de cas des collègues de chaque région qui invitaient des psychanalystes de l'école de la cause freudienne. De ce champ freudien, ça a été la sémence à partir de laquelle les écoles ont fleuri dans le monde. Les halls, les écoles de l'orientation lacanienne à Buenos Aires, c'était une des premières. Et dans chacune de ces fondations, de ce passage du groupe à l'école, ça n'a pas été tâche facile. Jacques-Alain Miller n'a pas traîné de pied, il s'est déplacé à cette période, il voyageait en permanence à tous les endroits où il était question de produire un événement école et de faire accepter à tous ceux qui étaient dits lacaniens, de faire accepter de quitter leur abri de groupe, parce qu'il y avait plusieurs groupes à chaque endroit, pour faire le pas de dire oui à l'école. Donc, en Italie, c'était le même cas de figure. Jacques-Alain Miller, au moment où il énonce la théorie de Turin, il est en train de convaincre les Italiens de faire ce pari, le pari de l'école.
Et donc, il leur explique qu'ils vont quitter la foule pour aller vers la solitude. Alors, l'ESSEF, en 2000, où était-elle? Elle était à Paris, rue Huysmans. Mais elle venait de surmonter une crise importante qui s'est produite en 1998 et qui a éclaté lors du congrès de l'AMP à Barcelone. De cette crise résultait, après maintes conversations, discussions, mises à plein jour, élaboration, ça a pris du temps, mais Jacques-Alain Miller a promu une politique de parole, de conversation, de disputatio. Mais malgré cet effort, il y a un groupe qui a décidé de quitter l'école de la cause freudienne. La crise s'était produite autour de la passe, comme ça avait déjà été le cas en 1990-91. Donc, il était question dans les deux dates qui ont scandé notre vie d'école de sauver la passe, de sauver la passe de la glu du groupe qui prétendait faire de la passe un système de sélection des favoris des uns ou des autres. C'était quand même des enjeux cruciaux. C'est-à-dire, il était question d'extraire la passe de l'obscénité du groupe. Ce qui inspire Jacques-Alain Miller à recentrer le concept d'école tel qu'elle fut fondée par Lacan. C'est d'avoir interprété que si on permettait que la passe dégringole, nous allions perdre l'école. Nous ne serions plus dans une école. Et alors, cette question relève de mettre au clair le concept d'école, à quoi sert une école, qu'est-ce que la psychanalyse, qu'est-ce que l'école peut apporter comme élucidation au niveau du réel enjeu dans la formation des analystes. Il est question que l'école ne se refuse pas à faire face à ce réel enjeu au lieu de le refouler ou de le folklore. Donc, nous étions à l'école de la cause freudienne dans ce moment où nous avions surmonté cette crise et où l'école avait été réorientée sur ses axes fondamentaux, ce à quoi répond la théorie de Turin. Donc, la théorie de Turin vient interpréter ce que l'école de la cause freudienne avait traversé. Voilà. Et vient donner une nouvelle lecture de l'acte de fondation de Lacan. Voilà. D'avoir été un peu long. Merci. Anaëlle Leibovitz-Kenéen. Donc, le texte est très politique. Comment s'entend-il aujourd'hui dans la vie de l'école? Je ne peux pas répondre pour tout le monde, mais je peux en effet aller dans votre sens quant à son actualité. Et il me semble qu'il est actuel à 3 titres, au moins. On pourrait en trouver d'autres. D'abord, il est question dans ce texte, qui est aussi vif, en effet, que le rouge de la couverture. En le lisant, on saisit que le contexte, et Stella a donné un contexte large, le contexte plus restreint
qui est la fondation de la SLP, de l'école italienne, on a un indice de l'ambiance de la veille au moins, à la fin de la théorie de Turin. Et on sent qu'en effet, le moment a été intense et que la nuit qui a suivi est pleine de cette intensité. Et qu'à l'arrivée, il y a en effet cette théorie de Turin qui témoigne de l'intensité du moment, qui en témoigne et qui produit l'acte de proposer à cette école de se former. Et je crois que ce n'est pas tout à fait fait au moment où la théorie de Turin s'arrête, puisqu'il y a un rendez-vous qui est donné dans 1 an, et nous verrons si d'ici là, la SLP aura trouvé son existence légale. Et pourquoi d'abord ce texte est très actuel pour tous ceux qui participent, qui sont membres et autour d'une école, parce qu'il donne, me semble-t-il, l'essence même de ce qu'est une école de psychanalyse. Et il y a une chose assez émouvante quand on lit la théorie de Turin, c'est de s'apercevoir que l'école de la cause freudienne en particulier participe effectivement du concept de l'école de psychanalyse tel qu'il est présenté dans cette théorie de Turin. Et je dis qu'il participe au sens platonicien, comme la table qui est là participe du concept de la table. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ça participe du concept de l'école de psychanalyse, c'est qu'en effet, il y a une communauté, plusieurs épars désassortis, pour reprendre un terme de Lacan, concernant les AE, c'est-à-dire qu'il y a le maintien d'un paradoxe vivant entre une communauté de solitude qui ne fasse pas fi de sa solitude au moment où elle fait communauté. C'est là qu'est le paradoxe. Et solitude fondée sur la singularité, c'est-à-dire le bien le plus précieux, Jacques-Alain Miller le note dans la théorie de Turin, qu'on puisse, le bien le plus précieux qu'on obtienne d'une analyse. Donc, c'est pas n'importe quelle solitude, c'est pas la solitude éventuellement du démarrage, du fait qu'on souffre de ses symptômes, etc. C'est au contraire la solitude à laquelle donne accès l'analyse. Et à cet égard, il faut noter qu'il y a 2 façons de considérer le membre de l'école à partir de la théorie de Turin. Il y a membre de l'école au sens où il appartient au tout de l'école. À ce moment-là, il est particulier, ce membre de l'école. Et puis, relativement à sa solitude, il est membre de l'école singulièrement, c'est-à-dire là, on est dans le régime du patou. Donc, il y a 2 façons, on voit bien qu'il y a 2 façons de considérer la chose. De la même manière que dans la théorie de Turin, apparaît très bien que l'école est à la fois un tout du point de vue du droit et en même temps obéit au régime du patou. Et ce qui est très bien rappelé par Jacques-Alain Miller, c'est que partout où l'idéal, ce qui n'est pas le cas justement dans l'école, impose un resserrement des liens par opposition à d'autres, eh bien, ce à quoi il faut renoncer, c'est justement cette singularité, donc cette solitude, au fond. C'est ça l'effet de colle qu'évoquait Estella tout à l'heure. L'effet de colle, c'est quand on s'agglomère contre, ce que Freud d'ailleurs notait déjà, on peut toujours associer une plus grande masse d'hommes les uns entre eux, du moment où il en reste d'autres pour recevoir les coups. Et toute autre chose, et ça, à ce moment-là, c'est l'abolition obligatoire de la singularité. Et c'est tout à fait différent de faire école sur la singularité obtenue de l'analyse. Ça, c'est le premier point. Et à cet égard, je trouve que la théorie de Turin est vraiment... c'est un texte très différent, mais où j'ai trouvé les germes de l'éloge des hérétiques et des mérites de l'orthodoxie, qui sont 2 textes absolument remarquables, parus dans l'avant-dernier Ornicard, je crois. Après, la deuxième actualité, il y a un renouvellement des concepts. Ce texte est une mine pour cette raison. Je l'ai lu 4 fois, je sais que vous l'avez lu 10 fois, et on se disait tout à l'heure qu'à la 4e lecture, à la 10e lecture, et on peut supposer ensuite, il y a toujours des choses nouvelles qui apparaissent parce qu'il est justement d'une intensité qui est relative sans doute au contexte. À la fois, Jacques-Alain Miller a ce trait de l'intensité, donc c'est quelque chose qu'on reconnaît. Mais je pense qu'il y a aussi le moment de la production qui produit cette intensité et qui fait que nous-mêmes, on est à la fois, il y a une grande clarté, ça aussi c'est sans doute assez typique du style de Jacques-Alain Miller, c'est à la fois très clair et pour autant, on découvre toujours quelque chose de nouveau, voire plusieurs choses nouvelles. Donc ça, c'est le renouvellement des concepts
qui fait que quand on a un tel renouvellement, l'actualité s'impose du fait du caractère nouveau de ce qui est dit. Et puis la troisième actualité, à mon avis, c'est que on a affaire à un acte, Estella le disait, d'interprétation, à 3 titres. Premièrement, au moment où il est prononcé, il fait interprétation. Jacques-Alain Miller le dit dans la théorie de Turin, la communication de ce savoir a pour effet de modifier le sujet en cours de réalisation, c'est-à-dire l'école qui est en train de se créer. Cette propriété permet de la qualifier d'acte d'interprétation. Bon, on a là une définition de l'interprétation. Aujourd'hui, quand nous la lisons, il me semble que ce qu'elle a aussi comme valeur d'interprétation très actuelle, c'est qu'on n'est pas le même après l'avoir lu qu'avant de l'avoir lu. Et ça, 4 fois de suite. Ça, c'est aussi le signe d'une vraie interprétation. C'est pas seulement qu'on est seul à la fin après une interprétation, c'est qu'on est seul et différent. Comme l'école, quand il dit ça a le pouvoir de modifier le sujet, qu'il soit individuel ou collectif. C'est ça, exactement. C'est ça, c'est ça. Ça nous interprète au sens où on est très différent de ce qu'on était. Chacun d'entre nous est interprété par la lecture, même par l'énième lecture de la Exactement. théorie de Dieu. C'est ça qui fait le côté actuel. Et puis, dernier point, et je m'arrête là, c'est l'actualité, elle vient du fait qu'on a une interprétation au carré. C'est-à-dire, on a une interprétation qui nous dit que le ressort le plus fondamental de l'école, c'est l'interprétation. Et donc, voilà bon, pour aller vite, la triple actualité de ce texte formidable. Merci Anaëlle. Donc, je retiens les 2 modes d'énonciation possibles, soulignés par Jacques-Alain Miller dans ce texte, de la place de l'idéal, comme tu disais, où il y a nous et eux, et là, on ne s'en sort pas, hein, et on finit par endosser cette aliénation subjective à l'idéal, et puis énoncer des interprétations, comme tu viens de dire, qui a comme effet de dissocier le groupe et renvoyer chacun à sa solitude. Nous allons passer au deuxième axe. Donc, Christelle reste là et Patricia est déjà en place. Axe qui va être centré donc sur l'idéal et l'interprétation, justement. Ce texte m'a interprété et la phrase qui m'a touchée, c'est, vous parliez, Anaëlle, d'idéal tout à l'heure, massifiant, et pourtant, il n'y a pas d'annulation de l'idéal dans l'école. Surprenant, en tout cas, moi, ça m'a surpris. Alors, qu'en est-il de cet idéal, Estella? Oui. Est-ce qu'il s'agit d'en faire un usage? Est-ce qu'on pourrait dire de l'idéal qu'on pourrait s'en passer à condition de s'en servir? Mhm. Oui. L'idéal, finalement, il me semble que s'il relève d'une énonciation, c'est quelque chose qui se rapporte à un discours. Donc, il y a l'énonciation d'un discours qui massifie, unifiant les sujets qui peuvent être deux, même l'analysant et l'analyste, autour d'un qui fait tout et qui fait aussi bien que ça peut se produire entre deux ou ça peut se produire avec des centaines de milliers de personnes qui se
qui s'identifient, dont leur moi est identifié à l'un de l'idéal. Mais s'il est question d'un autre discours, d'un discours à l'envers, que l'énonciation de la place de l'idéal était mise, ce que Jacques-Alain Miller avance, c'est que dans ces conditions, cette énonciation, elle démassifie parce qu'elle interprète. C'est une énonciation, non pas unifiante, mais séparatrice. Alors, quel est le discours qui permet, dont se soutient une telle énonciation? Ben, c'est le discours analytique. Et dans l'écriture du discours de l'analyste, le 1 de l'idéal se trouve à la place du produit, ce qui peut se lire comme production de la chute des identifications, des S1 qui soutiennent les identifications, et aussi des S1 en tant qu'idéaux aliénants. Il reste en conséquence un S1 qui se produit par le discours analytique, qui est démassifiant. Pourquoi? Parce que c'est le S1 tout seul, le S1 de la différence absolue qui est visé par Lacan quand il énonce dans le séminaire 11 que c'est la boussole du discours de l'analyste, c'est la production de la différence absolue. Et cela ne se produit que par la chute des identifications. Donc, c'est une opération de séparation d'avec les idéaux unifiants et la production d'une singularité, d'une pure différence qui peut être conçue comme étant au niveau dans l'énonciation, pas en contradiction ou en opposition avec la cause du désir. C'est-à-dire qu'à mon sens, l'usage de l'idéal, enfin, on s'en passe de l'idée des idéaux massifiants et on s'en sert dans un autre régime du signifiant 1. Un autre régime qui est vraiment pourquoi il n'est pas en contradiction avec la cause du désir? Je me rappelle d'une formule qui est écrite par Jacques-Alain Miller dans un de ses cours. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de trouver ça avant de venir ici, où il écrivait que l'écriture de l'objet petit a est une façon d'écrire aussi le S1. Il y a une face objet du désir qui n'est pas en opposition avec la face de l'idéal accordé à la cause du désir. Je dirais en revanche que l'idéal massifiant, il est accordé à l'objet plus de jouir, à l'impératif de jouissance, qu'il est accordé à l'impératif de jouissance parce que l'idéal qui attire les moi multiples
de la foule est un idéal en place d'une existence qui fait exception telle que Lacan écrit la formule du père de totem et tabou, le père jouisseur. Il n'y a pas un seul leader qui attire les foules, comme c'était le cas du fascisme, que Freud a avancé avec sa lecture de ces phénomènes dans la psychologie des foules et analyse humaine. Ces phénomènes de fascination des idoles totalitaires ne sont pas sans comporter dans la scission, nous et nos amis et les autres, nos ennemis, haïs, ce n'est pas sans comporter un pouce à jouir. Donc, on voit bien comment la fonction de S1 et la fonction de l'objet petit a se déclinent différemment en fonction du discours, la place qu'ils occupent dans chaque discours. C'est là, ce que vous dites me fait penser à cette phrase que j'aime beaucoup de Jacques-Alain Miller, page 12 de la théorie de Turin. Il dit de Lacan qu'il avance dans la solitude d'un sujet qui a rapport à une cause à défendre et à promouvoir. Et précisément, il s'avance et se présente non pas comme un sujet qui se propose lui-même comme idéal, c'est ce que vous venez de dire, mais comme un sujet qui a rapport à un idéal, tout comme ceux qui l'invitent à le rejoindre dans son école. Je trouve ça tellement limpide, non? C'est un poème. Merci. C'est très logique et en même temps exprimé d'une façon assez poétique. C'est ça la beauté. Une proposition formulée dès la page 14 parcourt la théorie de Turin jusqu'à sa conclusion, qui est d'ailleurs plutôt une perspective. Je cite, « L'école n'est rien d'autre que d'étendre l'application du principe de l'analyse à une formation collective plus large. Comment peut se reporter ce qui s'expérimente dans la cure, à savoir la solitude du sujet dans son rapport au signifiant et au fantasme, à la formation plus large d'une communauté et en l'occurrence d'une école. Ce passage de l'individuel au collectif et du collectif à l'individuel n'est possible dans une école de psychanalyse que par un certain usage de l'interprétation. Je prends appui pour dire ça sur une citation que l'on trouve page 11, je cite, « Interpréter le groupe, c'est dissocier et renvoyer chacun des membres de la communauté à sa solitude, à la solitude de son rapport à l'idéal. » J'aimerais donc vous interroger sur ces distinctions. Interpréter dans une cure, interpréter l'école, est-ce identique? Et dénude par là le caractère extrême de l'obéissance. Ce que Jacques-Alain Miller note comme étant le pari de l'école dans la théorie de Turin, c'est qu'il y a une communauté possible entre des sujets qui connaissent la nature des semblants, c'est-à-dire l'effet de l'interprétation qui nous renvoie à notre solitude, et encore une fois, au-delà de la solitude, c'est pas seulement la solitude au sens où je suis différent du voisin, c'est je suis différent de moi-même. Voilà, c'est ça le point qui me semble important. Et d'ailleurs, la théorie de Turin est en Alors, il faut reprendre. Donc, je disais, dans la cure analytique, le sujet est séparé des signifiants qui le représentent
Et grâce à ça, ce qui lui apparaît, c'est l'extimité de sa jouissance. Et l'école elle-même parie sur une communauté de solitude. Jacques-Alain Miller note que ces solitudes connaissent la nature des semblants et ont un certain rapport à l'idéal, de ce fait, à l'idéal analytique, du fait qu'ils l'ont expérimenté pour eux-mêmes. Et quand on parle de solitude, là, on ne parle pas seulement de solitude au sens de la différence avec le voisin. Ça, ce serait la particularité, c'est-à-dire que ça relèverait encore du régime du tout, mais de la différence d'avec soi-même. Et c'est ça la singularité obtenue de l'analyse, c'est-à-dire l'endroit où, en effet, la jouissance apparaît dans son extimité, dans son étrangeté, voilà. Et Jacques-Alain Miller ajoute donc l'idéal est le même pour tous, c'est-à-dire une cause qui est expérimentée au niveau de la solitude subjective. Ça suppose en effet non seulement le choix forcé qui nous pousse à entrer en analyse, mais sans doute aussi une bonne rencontre, et j'ajouterais un goût. Il faut encore avoir le goût, une fois que la difficulté est surmontée, de poursuivre l'expérience. Si l'école, maintenant, est un sujet, c'est-à-dire le produit d'une articulation signifiante, de deux choses l'une, soit c'est une articulation qui massifie, soit c'est une articulation signifiante qui démassifie. Ce qu'on notait tout à l'heure, donc c'est l'opposition entre, d'ailleurs Jacques-Alain Miller se réfère ici à Carl Schmitt, en position d'idéal, on peut en effet massifier, mais à ce moment-là, c'est le retour à eux et nous, la différence entre moi et le voisin, voire entre nous à plusieurs et les ennemis, ou bien au contraire, elle démassifie, mais c'est toujours l'articulation est toujours émise à la place de l'idéal. Et donc, ça nous renvoie à ce que tu notais, Ligia, qui est très important, que Lacan ne se donne pas pour l'idéal des autres, et ça fait vraiment toute la différence. Au contraire, qu'il désigne son rapport à l'idéal. Il ne cesse de désigner dans chacun de ses textes, dans chacune de ses productions, son rapport à l'idéal, c'est-à-dire, en l'occurrence, à la cause analytique. Maintenant, très phénoménologiquement, il y a des grandes interprétations du type lecture d'un moment, d'un événement qui va changer, qui va être un grand tournant. La théorie de Turin en fait partie. Il y a un acte, on peut poser un acte qui sanctionne telle ou telle impasse et donc faire en sorte que les choses se rectifient, c'est-à-dire qu'on aille vers plus de solitude quand au contraire, en effet, la colle s'était remise à consister. Et on doit noter qu'à cet égard, Jacques-Alain Miller occupe une position tout à fait à part dans notre école, dans l'école 1 et dans le mouvement analytique. Et il y a des interprétations, parce qu'après tout, il y a plus habituel, c'est-à-dire que Jacques-Alain Miller note dans la théorie de Turin, rien de ce qui concerne l'école n'est étranger à cette logique de l'interprétation, à cette intention d'interprétation, pourrait-on dire. Après, toute la question des intentions, c'est quelles conséquences elles produisent. Est-ce que vraiment elles en sont? En tout cas, il y a une intention d'interprétation. Et là, on peut prendre des exemples qui passent plus inaperçus. Le choix d'un thème, du thème d'une revue. Le choix du thème d'un événement. L'invitation qui est faite ou pas aux plus jeunes à produire un travail. La façon dont une commission fonctionne, etc. Mais on pourrait aller jusqu'au statut bien sûr de l'école, au règlement intérieur. Tout ça est pensé de façon à faciliter le fait que l'école réponde à son concept d'école de psychanalyse. Et donc, on peut noter qu'il y a en effet que des interprétations qui ont une plus ou moins grande portée et qui sont plus ou moins réussies et repérables. Voilà ce que je ne sais pas si j'ai répondu parfaitement à votre question, mais en tout cas, voilà. Après, c'est vrai que Jacques-Alain Miller note que on va pas s'étendre là-dessus, mais que Freud a rencontré des impasses dans la création de sa société, notamment du fait que c'était le règne du père et l'exclusion du féminin. Jacques-Alain Miller, lui, rédige, note ce qu'est le désir de Lacan en ces termes. Le désir de Lacan est de séparer les sujets des essaims qui le collectivisent, d'isoler la différence absolue, de cerner la solitude subjective
et aussi l'objet plus de jouir qui se soutient de ce vide et le comble à la fois. Voilà, je m'arrête là. Je peux faire juste une remarque parce que c'est vrai qu'au moment où j'ai rédigé cette question, il y a une distinction que je n'avais pas réussi à faire, hein, c'est-à-dire interpréter l'école. C'est finalement ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, le geste de Lacan en 1980 lorsqu'il dissout le FP. Et il y a l'école interprète, hein. Et là, lorsque j'ai vu paraître pour les prochaines questions d'école une annonce, hein, sous cette forme, qu'est-ce que les revues de l'école interprètent du malaise dans la civilisation? Eh bien là, j'ai rajouté, enfin, j'ai saisi qu'il y avait aussi cette distinction, c'est-à-dire que l'école interprète, hein, le malaise dans la civilisation. C'est encore une distinction supplémentaire, hein. Merci. Nous allons passer donc à la troisième séquence. En écoutant Anaëlle, j'ai pensé à un texte de Jacques-Alain Miller qui s'appelle précisément Acte entre intention et conséquences. C'est un texte que nous avons travaillé au cartel et que je vous recommande. Mais Damien, où est-ce qu'il est, ce texte? Acte entre intention et conséquences. On l'a. Oui, bon. 42. Politique lacanienne, je crois, le nom de la revue. L'axe 3, donc, sur le paradoxe de l'individuel et du collectif. Patricia. Oui, c'est une question que j'aimerais poser à Estella. Mon propos démarre de la citation suivante. L'école doit préserver son inconsistance comme son bien le plus précieux, son agalma. Il y a en effet dans la théorie de Turin un va-et-vient régulier entre ce qui décomplète et ce qui contraint une école de psychanalyse en formation. Ces allers-retours me semblent tracer un bord qui cherche à lutter contre une dérive surmoïque. Parmi les antidotes, il y a, je cite Miller, instituer l'école comme sujet supposé savoir. Alors ma question est la suivante. Pourriez-vous revenir sur ce que Jacques-Alain Miller appelle des agencements symboliques complexes, des statuts, des publications qui contribuent à l'édification du sujet supposé savoir? Oui. Merci. Bon, alors, oui, cela, en ce qui concerne l'agencement symbolique complexe, on trouve les statuts de l'école, virgule, ces publications qui contribuent à l'édification du sujet supposé savoir. Ça me pose une question. Dans la mesure où il y a la virgule, néanmoins, et les statuts de l'école n'ont pas la même étoffe que ces publications. Parce que, comme il a mis déjà en valeur, Jacques-Alain Miller, l'école en tant qu'association elle a un visage associatif. C'est une association fondée sur la loi de 1901, les associations. Et donc, à ce titre, elle doit répondre, elle doit s'accorder aux prescriptions de l'État. L'école n'est pas une association ésotérique
n'est pas une association comme la secte du Phénix qui décrit Borges, une association secrète. Donc, elle a quand même ce visage d'association comme étant de l'ordre d'une nécessité légale et d'une insertion sociale et du respect de l'état de droit. Mais en même temps, en tant qu'école, elle ne répond pas à ce type d'ensemble qui est constitué par l'État. Et en tant qu'école, elle a plutôt un visage hérétique par rapport à l'ensemble de l'État, constitué par l'État. C'est une série des exceptions exceptionnelles à titre de solitude. Et le paradoxe, c'est justement comment les solitudes peuvent s'entretenir entre elles. Ce qu'on fait ce soir. Il y a toujours des malentendus, heureusement. Et on ne peut jamais dire le vrai sur le vrai, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un savoir constitué. Ça s'élabore. Ça s'élabore en parlant et en écrivant, en étudiant, en travaillant. Mais c'est justement cette logique inconsistante qui renvoie à la logique de la situation où Lacan différencie deux positions de jouissance et deux positions désirantes et deux positions subjectives relatives à l'inscription d'un X, d'un sujet, vis-à-vis de la fonction phallique, vis-à-vis d'une fonction, à l'occasion de la fonction phallique. Il y a d'un côté tous ceux qui s'inscrivent comme argument de la fonction, mais à condition, ça ne peut pas s'écrire du côté du tous, qu'à condition qu'il y ait une existence qui dit non à la fonction. C'est-à-dire, il existe un qui s'inscrit en tant qu'exception, la fonction phallique. Et c'est ça qui permet de construire l'ensemble de tous ceux qui s'inscrivent comme argument de la fonction phallique. Et de l'autre côté, voilà la grande libération que Lacan a produit et qui lui a permis de repousser les limites de la fin de l'analyse au-delà du roc de la castration, au-delà du refus du féminin, au-delà de la protestation virile, où la fin de l'analyse restait pour Freud échouée devant ce roc irréductible. Aussi bien que la question de Freud qu'il n'a pas résolue, que veut une femme? Deux questions qui sont relatives, comme Lacan l'interprète dans le séminaire 11, qui sont relatives au fait que Freud, le désir de Freud est resté attaché au fantasme paternel, ce qui lui a empêché justement d'accéder à la conceptualisation, à un au-delà de l'hystérie qui fait l'homme pour ouvrir la voie vers le patou du féminin. Le patou du féminin qui, pour Lacan, veut dire que du côté dit femme,
pas toute la jouissance s'inscrit dans la fonction phallique, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne s'inscrit pas du tout. Elle s'inscrit, mais pas toute. Alors, ce pas tout, c'est ce qui caractérise l'ensemble inconsistant, c'est-à-dire l'ensemble ouvert. Et c'est de ce côté-là que Jacques-Alain Miller conçoit l'école. Son également. Mais qu'est-ce que c'est pas tout? C'est ça la question. Du côté du pas tout, si vous regardez le schéma de Lacan dans le séminaire encore, où il écrit les deux formules, côté homme, côté femme, du côté du tout homme, il y a une flèche qui part vers le S barré et une autre flèche qui part vers le petit a. Ce qui nous indique qui est du côté du tout homme, le partenaire de jouissance du sujet, c'est l'objet petit a du fantasme, qui fait exister la femme qui n'existe pas. Le partenaire du tout homme, c'est pas la femme, c'est petit a. Du côté de la dite femme, il y a donc l'écriture de la non-existence d'un X qui nie la fonction phi de X, c'est-à-dire la non-existence d'une exception, ce pourquoi on ne peut pas dire que tous les sujets qui s'inscrivent à la place de l'argument de la fonction phallique s'accordent au tout phallique. Parce que du côté de ces sujets-là, il y a, oui, l'inscription dans la fonction, mais il y a une part de leur jouissance, de la jouissance à elle, celle dont elle ne peut rien dire, qui ne s'inscrit pas, qui est non pas complémentaire, mais supplémentaire. Et donc, de ce côté-là, Lacan écrit que le pas tout, il écrit une flèche qui va du pas tout à S de grand tabaret. Ce qui veut dire que le pas tout et le mathème S de grand tabaret s'inscrivent dans une cohérence logique. Qu'est-ce qui écrit S de grand tabaret? Ça écrit l'inconsistance de l'autre. Ça écrit le signifiant qui manque dans l'autre. Ça écrit toujours le signifiant en moins dans le lieu de l'autre, dans la mesure où jamais on pourra dire le vrai sur le vrai. C'est un ensemble qu'on ne pourra jamais fermer. Et donc, qu'est-ce qui ne s'écrit pas dans l'autre comme lieu du langage? Ce qui ne s'écrit pas, c'est la femme. Ce qui ne s'écrit pas, c'est la formule de ce qui ferait rapport sexuel entre les sexes. Donc, ces lieux d'inconsistance auxquels on arrive à la fin d'une analyse, dès lors que la chute du fantasme qui bouchait l'inconsistance de l'autre nous confronte avec ce trou dans le savoir. Et c'est ce trou dans le savoir qui devient à la fin de l'analyse cause du désir de savoir. Ça nous allège du poids du sujet supposé savoir qui nous cloue le bec. Et ça nous permet de
la liberté d'écrire, d'inventer, de démontrer, d'étudier, de travailler, de publier. Parce qu'il n'y a pas, ben oui, parce qu'on s'est défait de l'idée que, oh mon Dieu, tous, ils savent et pas moi. Et ça, c'est le principe de l'inhibition. Et donc, boum, ça tombe et le savoir va s'inscrire au lieu de la vérité, mais ça sera toujours un savoir à recommencer. C'est pourquoi ce goût de poursuivre, c'est le goût d'avoir un partenariat avec S de Grand Tabaret, qui est très libérateur, qui nous donne des ailes. Et donc, à ce moment-là, on peut quand même se dire que nous n'avons qu'à nous y appliquer dans une sorte d'infinitude, parce qu'on ne va pas recevoir un diplôme de l'école de la cause freudienne pour dire, Madame, Monsieur, vous êtes bien formé, on vous autorise à devenir analyste, comme c'était le cas dans l'IPA. C'est à l'infini. Et plus on travaille, et moins, et plus le trou de l'ignorance est immense. Alors, et c'est ça qui donne le goût d'y aller. C'est ça qui ne nous arrête pas, j'ai l'impression. Je ne sais pas si je l'ai répondu à... Peut-être juste, je rebondis, Estella, parce que ça me semble très important de noter aussi que les... Oui, je disais que je rebondis, parce que ça me semble très important de dire aussi que l'école donne cette occasion de travailler et d'adresser sa production. Et qu'en effet, ce n'est pas du tout la même chose d'avoir une occasion de travailler où on aurait l'idée qu'on a déjà la réponse, par exemple, ou au contraire, se mettre à travailler à partir de ce qu'on ne sait pas. Et que quand bien même dans ce qu'on avancerait, il y aurait un peu de ce qu'on savait déjà, le plus important, c'est ce qu'on ne savait pas dans le fait qu'on l'expose. Mais pourquoi je dis ça? Parce que tout à l'heure, quand vous m'avez parlé du type d'interprétation que l'école provoque, eh ben, ça, il me semble que l'invitation au travail, c'est un type aussi d'interprétation dans la mesure où ça nous renvoie à notre solitude. Quand on est invité à exposer, à travailler, etc., le premier moment quand même, c'est de se dire qu'est-ce que je vais raconter? Qu'est-ce que ça veut dire, etc. Voilà. Donc ça, c'est un point aussi parmi les interprétations discrètes, si on peut dire, parce que ça va tellement de soi que je suis pas sûre que ça apparaisse, mais comme en fait pour ceux qui travaillent, c'est tout à fait crucial que l'école permette ça, à la fois comme interprétation et comme lieu d'adresse. C'est les deux, l'école. Oui, oui, bien sûr, on travaille. Si on restait tout seul, enfermé à travailler dans son bureau, c'est quand même ce qui fait série à titre d'école, qui relance, qui provoque, qui produit et qui interprète. Et l'école nous donne l'occasion de faire un enseignement ou de présenter un texte dans un événement. Et non seulement cette occasion nous met devant, enfin, le désir, non, pas sans angoisse. Pas sans angoisse. Et aussi, ce qui se produit des occasions que l'école nous propose, ce qui se produit, c'est qu'on est soi-même enseigné. C'est peut-être pas sûr qu'on transmette un enseignement, peut-être dans les meilleurs des cas, mais il me semble que c'est aussi un profit, un retour sur soi qui modifie notre position de sujet à chaque occasion de produire un effort pour dépasser la limite un tout petit peu plus loin. On n'arrive jamais à la dépasser toute. Oui, merci. Oui, je vais continuer à creuser le trou. Donc, en posant une question à Anaëlle, peut-être dans le même fil. Hein.
Ce qui m'a frappé, moi, en lisant la théorie de Turin, c'est que Jacques-Alain Miller tisse dans ce texte les deux fils du signifiant et de l'objet et interprète aussi bien psychologie des foules que totem et tabou pour formuler les bases de ce qu'est une école. Alors, j'aurais bien aimé vous poser une question au sujet d'un passage de la théorie de Turin, page 25-26. Je cite, « Dans notre orientation, dit Jacques-Alain Miller, on interprète Kant avec Sade et on sait que le nom du Père n'est qu'un masque du surmoi, que l'universel est au service de la volonté de jouissance. » Plus loin, il rajoute, « Dans l'inconscient, la loi qui fonctionne au nom du Père, c'est la loi phallique. Pour tout X, X phallique. La loi phallique détermine ce que Freud appelait l'horreur de la féminité, dont parlait tout de suite Estella Solano. » Alors, la société analytique de Freud était appuyée sur l'existence d'un universel qui se soutenait de l'un qui n'est pas comme tous les autres, loin d'exception, Freud lui-même. Et après la mort du père d'exception, la société devenait logiquement, si on suit Totem et Tabou, mais aussi la théorie de Turin, je cite, un syndicat fraternel, une élite des frères, une mafia en somme autour de son tombeau. Alors, cette dite société ferait donc l'impasse sur la jouissance des frères liés au père mort. Au regard de cela, la théorie de Turin met en fonction une autre logique, le principe moins du 1 d'exception que d'une série d'exceptions. Jacques-Alain Miller le dit dans le texte, c'est bien parce qu'il y en a d'autres qu'un seul, qu'une école est possible. Alors, je vous aurais bien interrogé sur ce point qui me paraît fondamental entre le 1 d'exception, qui aurait en quelque sorte le savoir, un savoir clos, absolu, déjà écrit, et la série des exceptions qui reposerait sur le fait qu'il y a un non-savoir irréductible, comme on trouve d'ailleurs la formule de la déclaration de l'école Lune du 22 janvier 2000, que l'on trouve sur le nouveau site de l'AMP, donc qui s'appelle l'inconscient, qui est toujours à venir, à écrire, mais aussi ce qu'est un psychanalyste qui n'est pas une identité. Donc, est-ce que vous auriez pu nous dire un mot de ça? Voilà, la question est relativement longue, donc je vais prélever un point, mais qui nous permettra d'en aborder d'autres. La question du 1 d'exception, et Stella le disait tout à l'heure, au fond, il y a le 1 d'exception qui supporterait un savoir total, face auquel on se sentirait démuni, ignorant ou du moins inférieur. Celui-ci, il relève en effet du tout. D'abord, c'est une fiction, et par ailleurs, il relève du tout, il relève de l'idée que le savoir serait totalisable. Et il n'y a qu'à voir Lacan, qui est un immense érudit, qui sait vraiment beaucoup de choses. Il fait feu de tout bois. Et en même temps, il n'y en a jamais assez. Donc, il y a toujours des nouvelles références, ou quand elles ne sont pas nouvelles, elles sont reprises à nouveau frais, etc. Et voir en même temps qu'il est toujours en train d'avancer. Ça donne une très bonne idée de ce que c'est le savoir qui a un rapport à S de grand tabaret. C'est-à-dire qu'il fait d'S de grand tabaret non seulement son support, mais le trou qui donne un élan. On s'appuie sur un trou et c'est ce trou qui donne un élan. Ce qui caractérise sans doute ce type de savoir, c'est qu'il est inventif et il se produit d'une certaine nécessité de cette rencontre. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y avait le renouvellement d'un certain nombre de concepts. Moi, celui qui m'a beaucoup plu, c'est celui d'O-1. C'est vrai que quand on entend O-1, on l'entend toujours du côté du tout. C'est en effet ce qui garantit la consistance du tout. Il y a, Estella le rappelait, un élément qui, s'inscrivant à l'extérieur du tout, en garantit en même temps la consistance. Que nous dit Jacques-Alain Miller? Il utilise le terme d'O-1, peut-être parce que d'ailleurs il a été employé la veille, c'est possible. En tout cas, il le reprend et il dit, c'est pas du tout celui qui fait tenir l'ensemble, c'est pas du tout celui qui garantit que le tout consiste aujourd'hui et consistera demain. C'est un qui donne le témoignage de sa différence. Donc tout de suite, on replace l'O-1 du côté du patou et qui ne ménage pas sa peine pour qu'il y en ait d'autres. Et c'est là, à mon avis, le plus important. Qu'il y en ait d'autres et autant qu'il est possible.
je disais tout à l'heure, à partir de S de grand A barré, c'est toujours l'effort vers le nouveau, vers le neuf, etc. Et je dirais, ou bien au moins l'originalité. Ça ne veut pas dire que c'est pas toujours absolument neuf, mais parfois l'originalité peut tenir au fait d'être spécialement clair sur tel ou tel point qui paraissait obscur. J'ai lu ce matin le texte d'une membre sous condition sur les discours que j'ai trouvé spécialement clair et il me semble qu'il y a une mise dans cette clarté. C'est peut-être pas une réinvention totale des discours, mais cette clarté est à soi-même le signe que le propos qui est tenu est indexé à un trou dans le savoir. Il y a vraiment ça part de là, une énonciation. Et le point qui me semble à ajouter à cette question de la nouveauté, c'est à partir de S de grand A barré, qui a quand même le plus étroit rapport avec la solitude dont nous parlions tout à l'heure, c'est est-ce que depuis cette solitude qui nous fait produire un savoir neuf, on peut se frayer un chemin vers d'autres solitudes. Ce texte que j'ai lu ce matin me semblait tenir compte du fait qu'il fallait se frayer un chemin vers d'autres solitudes. Et la théorie de Turin, bien sûr, en est un exemple paradigmatique. Et il y a encore quelque chose de plus, à mon avis, dans la théorie de Turin, enfin, à souligner comme un élément original. C'est que oui, c'est un texte original qui produit un savoir nouveau, etc. Mais il touche l'autre au point où lui-même est seul. Il ravive au fond cette solitude qu'on a aussi tendance à oublier. On peut dire, on a fait une analyse, on est au courant qu'on est seul, irrémédiablement seul, etc. Bon, n'empêche que il y a des textes comme ça qui en plus vont raviver ce point. Et c'est là, à mon avis, qu'on peut bien entendre, oui, un qui donne le témoignage de sa différence, mais qui ne ménage pas sa peine pour qu'il y en ait d'autres. C'est-à-dire que dans la production du savoir original, il y a en plus le fait de se frayer une voie jusqu'à l'autre, et en plus, j'ajouterais, de se frayer une voie jusqu'à lui, à l'endroit où on lui rappelle qu'il est autre, à lui-même. Voilà, je pense que là, on a vraiment l'exemple d'une interprétation qui cause le désir d'école par ce biais-là. Bah, je suis tout à fait enthousiaste de tes propositions. Oui, c'est vrai qu'il y a l'un en plus en tant qu'existence qui fait exception, qui est celui de l'universel, avec ses acquaintances avec le père de Totem et Tabou. Et puis, tu mettais en relief une autre modalité de fonctionnement de l'un qui, d'une part, il ne s'érige pas comme étant le seul, qui est seul, mais entouré d'autres solitudes. C'est ça, c'est comment, étant seul, c'est quoi ce truc seul? C'est quoi? C'est ce à quoi aboutit une psychanalyse poussée jusqu'à son terme de passe. C'est-à-dire, c'est le moment où le psychanalysant passe à l'analyste. C'est le moment où le psychanalysant assumera, prendra le relais de l'acte. À ce moment, Lacan dit quel est le destin de l'analyste? Le destin de l'analyste, c'est de tomber, c'est d'être le petit choix. Lacan demande dans une conférence en Italie, mais pourquoi cet enthousiasme que vous manifestez pour devenir analyste?
vous savez quel est le destin de l'analyste? C'est de tomber comme une mer. Alors, à ce moment-là, ces chutes, qui est en même temps, qui vient ébranler la consistance fantasmatique sur laquelle le sujet et le moi se loger, c'est cette chute-là qui produit la solitude radicale, parce que ça fait déconsister l'autre qu'on faisait exister grâce au fantasme. Et c'est à ce moment-là, l'autre n'existe pas. Et puis, c'est cette condition de cette solitude radicale qui est ce qui, in fine, ouvre la porte à la possibilité de disposer de l'acte analytique. C'est ce que Lacan dit dans le séminaire 15, l'acte analytique. Et disposer de l'acte analytique, ça comporte de refaire toujours le pas. C'est pas toujours qu'on va acter la même. Il n'y a pas l'acte automatique, il n'y a pas acte standard. C'est à renouveler, c'est à inventer pour chaque cure, à chaque moment de chaque cure, concernant chaque analysant. Il n'y a pas d'automaton. L'acte analytique ouvre une création. Et au moment de produire cet acte, si jamais c'est lui qui occupe la place de l'analyste en dispose, là, il n'y a pas de petits camarades. Là, il n'y a pas les filles vont me dire ou les copains m'ont dit. Là, c'est le moment de solitude radicale. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de mode d'emploi. Et je pense que dans ce qu'évoquait Anaëlle, concernant la production, l'écriture, l'avancement de chacun au niveau de chaque texte, de chaque présentation, de chaque exposé, c'est toujours, c'est saut dans le vide. La solitude s'éprouve au niveau de ce saut dans le vide. Ah, c'est ça, pas la chute dans le vide, sur le vide, c'est ça, merci, oui, exact. Si, parce que autrement, c'est la solitude du moi. Et ce n'est pas de celle-là que nous parlons. Ce n'est pas les solitudes narcissiques. C'est très, très précis. Merci, Estella. Nous allons passer donc à la 4e et dernière séquence sur l'école sujet. Alors, peut-être une question pour Anaëlle. Mettre l'accent sur la solitude du rapport à l'idéal a des conséquences politiques, puisque, on l'a dit tout à l'heure, hein, cela conduit à considérer non pas ce qui collectivise, mais ce qui démassifie. Cela conduit à l'idée que l'école est fondamentalement une école d'analysants. Et je me demandais par quoi, finalement, ça passe dans la vie de l'école. Il y a la PAS, il y a le dispositif de la PAS, mais il y a certainement d'autres conséquences sur le plan de la stratégie, de l'organisation, des actions politiques. Bon, on en a un petit peu parlé, mais j'y reviens. Alors, plus loin, je me suis dit aussi que prendre en compte la solitude du rapport à l'idéal peut constituer une boussole éthique dans le rapport à la politique au sens large, une sorte de contrepoison, pour reprendre un mot de votre livre, Actualité de la haine, à l'égard du malaise dans la civilisation, mais je me suis demandé jusqu'où, puisque l'école n'est pas un parti, ni une association professionnelle, ni un syndicat, et comme le souligne Jacques-Alain Miller, son inconsistance est son bien le plus précieux, son agalma.
Dans l'acte de fondation de 64, Lacan, au sujet de l'école, parle de lieu de refuge, voire base d'opération contre le malaise dans la civilisation. Alors, comment articuler ces points? Interprétation généralisée, école d'analysant, et comme école comme refuge et comme base d'opération. C'est vrai qu'on a déjà un peu évoqué ce soir ces points. Peut-être, je reviendrai quand même sur la question de l'idéal. C'est pas si simple de comprendre. Je disais donc la répétition. Je disais qu'on avait déjà évoqué pas mal de ces points. Alors évidemment, c'est le problème des dernières questions, c'est qu'on y a parfois répondu par avance au détour de la réponse qu'on fait à d'autres. Moi, j'aimerais bien revenir sur la question de l'idéal, parce que c'est pas si simple à piger. Quand on part de Freud, de l'idéal du moi qui donne une assise au moi. Justement, Estella disait tout à l'heure, mais là, c'est pas la solitude du moi. Du côté de l'idéal du moi, on n'aura que des identifications et que le groupe ne se fondera sur l'idéal que dans l'opposition à ceux qui n'ont pas le même idéal du moi. Alors, qu'est-ce qui reste? Et pourtant, il y a un reste. Et je me demande, d'ailleurs, je remarque que dans la théorie de Turin, Jacques-Alain Miller rappelle ce qu'est l'idéal du moi, et ensuite il parle de l'idéal et il ne rajoute pas du moi. Et j'aurais presque envie de dire que c'est l'idéal du non-moi. C'est-à-dire que c'est calqué sur l'idéal du moi en tant que ça nous est supérieur, mais ce n'est pas au moi que ça donne une assise. Donc ça, c'est un point qui me semble important et c'est la raison pour laquelle il nous laisse seuls. Dans, en effet, un rapport à l'idéal analogue à celui dont Lacan fait montre. Je citais tout à l'heure le point 1 au moins 1 qui donne le témoignage de sa solitude et qui ne ménage pas ses efforts pour que d'autres puissent le faire aussi. Et c'est ça qui, en effet, fonde l'école. Et puis, il y a un autre passage de la théorie de Turin où Jacques-Alain Miller se réfère à Spinoza. Il fait partie de mon bonheur que d'autres comprennent ce que j'ai compris. Et là, c'est plus Spinoza, de Lacan, de la psychanalyse, de l'école, et en particulier de l'éminence de cette place, d'où l'école est interprétable et d'où sont attendus les psychanalystes. Et donc, Jacques-Alain Miller fait exactement comme Lacan, sans limiter. C'est ça, le fait comme moi, ne m'imitez pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Faites comme moi, ne m'imitez pas, ça veut dire soyez aussi singulier que je le sois, que je le suis. Donc, vous ne pouvez pas m'imiter à l'endroit de ma singularité. Mais là, en l'occurrence, ça m'a évoqué, là où je dis, il fait comme Lacan sans limiter, c'est que par ailleurs, Lacan a invité Jacques-Alain Miller en particulier à emprunter cette voie de cette cause-là, dont vos paroles m'ont frappé. C'est un passage très beau et très émouvant. Lacan s'adresse à Jacques-Alain Miller. Il note qu'il passe sa révolte de privilégiés par la voie la plus classique. Je m'étais jamais interrogée sur ce que pouvait recouvrir la voie la plus classique. L'hypothèse qu'on peut faire, c'est que la classique s'emploie au sens d'une certaine manière, c'est une voie commune. C'est la révolution prolétarienne, en l'occurrence. C'est-à-dire une voie qui collectivise. C'est en ça qu'elle est classique. La voie de révolter, mais qui collectivise. Et à ce moment-là, il dit, il y a un mot que je n'avais pas vu, solitaire, point d'interrogation. Et puis, j'ai moi une autre façon de passer ma révolte, aussi de privilégier. J'ai moi une autre voie, et il y a pour vous, vous devriez le vouloir, une autre voie de passer votre révolte de privilégier, la mienne par exemple. Je regrette seulement qu'il y ait si peu de gens qui m'intéressent, qui s'intéressent à ce qui m'intéresse. Et ce qui est très joli aussi dans cette citation, outre d'abord cette histoire de voie classique, de solitaire point d'interrogation, et en même temps d'une désignation d'une voie qu'on peut emprunter qu'à la condition de passimité, si je puis dire. C'est-à-dire, on ne peut l'emprunter à plusieurs qu'à la condition de passimité. C'est que quand il dit « ce qui m'intéresse », il désigne effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, l'idéal en position d'extériorité. C'est évidemment pas Lacan, lui, l'idéal, mais ce qui m'intéresse,
qui devient la voie à emprunter. Voilà, il lui dit pas intéressez-vous à moi, à mon travail, à mon originalité. Pourtant, il y aurait vraiment de quoi. Mais c'est pas du tout ça le sujet. C'est à ce qui m'intéresse. Ouais, la psychanalyse. Voilà. Après, que l'école, vous disiez, l'école est un refuge et en même temps une base d'opération. Il me semble que c'est parce qu'elle est un refuge pour les singularités, pour les esprits distingués ou du moins qui entendent se distinguer, au sens de se distinguer les uns des autres, que ça peut être une base d'opération. C'est la condition sine qua non pour qu'il y ait une base d'opération. Voilà, bon, il y avait d'autres éléments, mais je m'en tiens là pour là maintenant. Je sais qu'il y a encore 4 questions prévues. On pourra éventuellement prolonger plus tard. Alors, il y aura ces deux questions, Estella. Oui, c'est pour vous. Oui. Oui, oui. Voilà, une question un peu dépliée. Alors, je vais essayer de formuler une question. Moi, je me suis intéressée aussi à ce qu'il y a dans cette théorie, justement, au terme de théorie et d'axiome. Voilà, donc Jacques-Alain Miller, dans cette théorie, donc il nomme théorie de Turin, il donne comme postulat de base l'école est un sujet. Donc il nous explique que ce concept est majeur et il le dit notamment donc avant dans la lettre mensuelle de juillet 90. Il dit l'école est liée à un concept et il nous déclare aussi que il énonce un axiome dans une école, tout est d'ordre analytique. Alors, je me suis, c'est vrai, interrogée sur qu'est-ce que c'est que, comment on peut dire que l'école est un sujet. Alors, j'ai fait quelques petites recherches, mais vous allez nous répondre. Comment on peut dire l'école est un sujet? Il donne quelques pistes. Il nous parle d'un sujet de plein exercice. Il nous dit que l'école est fiction de langage. Voilà, j'étais intriguée par ça. Qu'est-ce que c'est que ce sujet qu'est l'école? Il me semble que si on ne prend pas en compte que lorsque Lacan dit sujet, il ne dit pas individu au sens d'Aristote, on ne peut pas accéder à cette proposition de Jacques-Alain Miller, l'école sujet. Qu'est-ce que le sujet? Anaël l'a rappelé tout à l'heure, pour Lacan, le sujet qu'il écrit S barré est un effet. Un effet de quoi? Un effet de l'articulation d'un signifiant S1 avec un signifiant S2. C'est la cellule minimale nécessaire dans le fonctionnement du langage pour qu'il y ait un effet, que ce soit un effet de sujet ou bien un effet de signification. Lacan est allé même à dire que le fort d'A du petit enfant de Freud, c'est déjà un exercice de rhétorique avec ces deux signifiants. Pourquoi rhétorique? Au sens de l'articulation signifiante métonymique. Donc, il suffit de deux pour qu'il y ait un effet sujet. Avec un seul, un S1, tout seul, il n'y a pas d'effet de sujet. Donc, l'école est un lieu où l'articulation signifiante, en tant que trame symbolique, est à l'ordre du jour au niveau de ses statuts, les règlements,
publications, les séminaires. Et à l'occasion d'une rencontre, d'un événement, d'un exposé, il s'est produit un effet sujet. Un effet sujet qui est perceptible, par exemple, dès lors que les auditeurs applaudissent avec beaucoup d'enthousiasme un témoignage d'AE. Il s'est produit un effet sujet. Enfin, un effet sujet qui provient d'un témoignage de passe. Mais cet effet sujet s'est produit chez chacun. Mais il est promu par l'école. Il s'inscrit dans l'école, il a lieu dans l'école. Et ça relance le travail de l'école. Ça intéresse les gens à propos de la passe. Ah, maintenant que j'ai entendu ce témoignage, je vais, ça donne envie. Et c'est-à-dire que même dans une foule, il y a un effet sujet. C'est-à-dire que l'effet sujet est transindividuel. Parce que c'est un effet propre de l'articulation signifiante. Ce n'est pas l'articulation de deux individus qui produit un effet sujet. Donc, à partir de cette logique-là, on en déduit que l'école est un sujet et qu'en tant que sujet, elle peut être interprétée. Et on entend aussi quelque chose que Jacques-Alain Miller dit avec une clarté renversante, comme c'est toujours le cas, que dès lors qu'on propose des signifiants au pluriel dans une école, on doit faire très attention parce que ça comporte une très grande responsabilité dans la mesure où l'effet sujet école est relative à l'articulation signifiante que l'on propose. Je vous donne un exemple. Un exemple récent. Après que la procédure de la passe était suspendue parce que nous avons été interpellés et les instances de l'école ont pris la mesure, il y avait quelque chose qui glissait pas du bon côté. Donc, Jacques-Alain Miller a répondu à l'initiative des instances de l'école de ce moment en proposant la possibilité d'un collège de la passe. Le collège de la passe a travaillé. Ça a été intéressant, ça a causé le désir, ça nous confrontait à des obstacles, on s'est cogné le front contre les murs, c'est toujours le cas quand il est question de passe, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de formule de la passe qui pourrait nous permettre d'écrire l'existence de l'analyste en tant que tel. La passe, au fond, ça peut permettre d'entendre l'énonciation, dans l'énonciation du passant, qu'il y a, comme dit Lacan, du psychanalyste. Bon. Alors, dans ce collège de la passe, le règlement a été changé et il a été décidé la passe une fois. C'est un signifiant nouveau, issu d'une interprétation de l'école. Interprétant l'école et la praxis de la passe au moment où le phénomène s'est produit, qu'il a surgi, c'est signifiant la passe une fois. Et ce signifiant a vraiment
répercuté les membres de l'école. Et ça a transformé la position du sujet au niveau de ceux qui se décident à demander d'entrer dans le dispositif de la passe. Pourquoi ça a changé la position subjective? Parce que ça veut dire qu'on y va en sachant que c'est une seule fois et qu'il n'y a pas deux. C'est un pari. On y va non pas pour contrôler l'analyse, ce qui était le cas. Je viens contrôler mon analyse en faisant la passe. Je viens tenter ma chance en faisant la passe. Je viens voir si le dispositif de la passe confirme la bonne orientation de mon analyse. Et donc, il y avait une dérive. Et donc, la passe, une fois, a mis des limites à la dérive, à mieux cerner la position du sujet qui s'avance pour dire « je téléphone à la directrice de la passe pour avoir un entretien et demander la passe ». Voilà, c'est un petit exemple, mais ça change la position du sujet et pas d'un seul. Ça nous oriente différemment dans notre communauté. Oui, je reprends là 2 remarques que fait Jacques-Alain Miller qui permettent aussi d'illustrer ce que c'est que l'école sujet. Il y a ce qu'Estella a dit. Et puis, parfois, il faut revenir aussi au phénomène, c'est-à-dire comment l'attraper phénoménologiquement. Alors, si on reprend, par exemple, la question de la passe une fois, ça a été voté. C'est-à-dire que l'école se prononce sur cette proposition du collège de la passe. Et quand l'école se prononce, eh bien, on attend la réponse de l'école, c'est ce que Jacques-Alain Miller note, on attend la réponse de l'Assemblée, et l'Assemblée, l'école, sujet, produit une réponse. L'école a répondu oui à la passe une fois. Et puis, l'autre point qu'il donne, où c'est très perceptible, très concrètement, très matériellement perceptible, c'est le sous-titre de la revue Silicette. Tu peux savoir ce qu'en pense l'école freudienne de Paris. Et à cet égard, il note que nous n'avons pas affaire à des articles qui se rédigent à plusieurs. C'est encore une fois, on y revient, des singularités. Néanmoins, ça donne une idée de ce qu'en pense l'école freudienne de Paris. De la même manière, il me semble que quand on lit La cause du désir, Quarto, etc., on a une idée d'où se situe l'école de la cause freudienne. Et en même temps, ça l'a fait, l'école. C'est à la fois c'est une vitrine et en même temps ça fait l'école qui est par exemple ces publications. Ça participe à l'affaire. Et puis juste pour revenir sur la question de la passe une fois, c'est vrai que ça modifie très concrètement la façon dont on appréhende la passe, dont on se présente à la passe, dont on y est accueilli également. Et à cet égard, nous avions noté lors du collège que faire la passe une fois, ça allait contre l'idée de la complétude des énoncés. C'est-à-dire qu'à ajouter des énoncés à des énoncés, on finirait par pouvoir finir par faire la passe. Et que bien plutôt qu'une affaire de complétude des énoncés, c'était évidemment une affaire d'énonciation. Voilà, c'est les idées qui me viennent à partir de ce que tu notais. Non, vas-y, et je dirai un mot à la fin. Je pense que nous approchons la fin. Je dis un mot pour saluer l'initiative d'Éric Giuliani, puisque la théorie de Turin, c'est évidemment, Jacques-Alain Miller a donné son autorisation à la publication, à la republication de la théorie de Turin dans ce format. Et c'est Éric Giuliani qui en a eu l'idée. Et donc, sous le mandat d'Éric Giuliani, c'était Isabelle Magne qui a commencé à s'occuper de cette réédition qui a abouti grâce aux bons soins de Christelle Sambrars. Voilà. Je voulais les remercier d'avoir concouru à cette édition si précieuse. Tu as bien fait de le dire, de le rappeler, on n'était pas au courant. Et donc, je pense que pour préparer cette publication, et elle en a pris, on ne fait pas sortir
une publication au bout de 2 ou 3 semaines. Il me semble qu'il y a eu un travail qui s'est accompli jusqu'au mois d'octobre 2024, qu'il est rentré dans... Alors, je ne sais pas, une question, l'idée lumineuse d'Éric Suliani avait-elle ou pas un rapport avec ce Bah, que ce j'ai que évoqué, vous venez le de Collège décrire. de la Pace Oui. et la nouvelle modalité de la Pace qui a été mise en acte à l'école? En effet, je ne dirais pas que ça coïncide exactement, mais c'est comme un effet. Bon, en tout cas, on peut le penser. Après, est-ce que c'était explicité ou pas? Je ne me souviens plus. Je me souviens bien du moment où il a émis cette idée, qui a été applaudie par le directoire, mais je ne me souviens plus dans quel contexte. Cela étant, rien n'empêche de penser qu'en effet, c'est pris aussi dans ce moment qui a été très important pendant son mandat. Dans ce moment où vous soufflez un nouveau esprit de la psychanalyse. Le souffle. Merci beaucoup, Anaëlle. Merci beaucoup, Estella. Et merci aux collègues du cartel. Record